Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mardi 26 janvier et nous sommes en direct comme tous les soirs. Nous allons essayer de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. Nous le faisons avec vous, vous le savez désormais. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir, Madame Mouassela Ibrahimi, vice-présidente de la FEM, l'association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. Vous êtes également chef d'entreprise. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ahmed Bouzidi, vous êtes président du mouvement d'entreprise du Maroc, ou le Modem. Aucune affiliation au Modem de François Bayrou en France, bien sûr. Et Choukri Marnouj, vous êtes président d'Arsène Consulting. Vous êtes également président de l'association des cabinets conseils du Maroc et spécialiste de la PME. 5783 entreprises ont fait faillite en 2015. Et le pronostic n'est guère encourageant pour 2016 puisqu'on attend 10% de faillites en plus. Pourtant, de nombreux plans d'accompagnement ont été instaurés pour améliorer les performances de notre tissu industriel. Comment alors expliquer ces chiffres? Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les PME dans notre pays? En quoi consistent les propositions pour endiguer ces difficultés et assurer la pérennité des petites et moyennes entreprises qui sont créatrices d'emplois? PME, un potentiel en difficulté, c'est le titre de l'émission de ce soir. En 2014, les défaillances des structures sont passées à plus de 7600 contre 4000 en 2009. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par le spécialiste mondial de l'assurance crédit, Euler Hermès. Conjoncture difficile, allongement des délais de paiement ou encore resserrement des crédits bancaires et arrêt de chantier, voilà les raisons évoquées dans l'étude. Le rapport prévoit une hausse de 20% en 2 ans, c'est-à-dire d'ici à fin 2016. Pour gérer au mieux cette situation, le rapport recommande que le Maroc travaille davantage sur ses infrastructures et qu'il ait une ambition globale avec une politique locale efficace, recommande l'assureur. La Banque mondiale souligne par ailleurs dans une autre étude sur les délais de paiement que les entrepreneurs ne sont pas indemnisés en cas de retard de paiement. Elle affirme que les différents textes réglementaires et législatifs nécessitent davantage de clarification et d'harmonisation. La Banque mondiale appelle donc à mettre en place une approche basée sur la gestion des risques et la dématérialisation de la chaîne de dépenses. Elle prône aussi l'installation d'un système qui indemnise les entreprises de manière adéquate lorsque les délais ne sont pas respectés. Bien, madame, messieurs, on va essayer de comprendre, bien sûr, dans quelle situation sont les PME, qu'est-ce qu'expliquent ces chiffres. Là, on en a eu des chiffres qui concernent l'ensemble des entreprises, bien sûr, en termes de défaillance pour l'année 2015. On va d'ailleurs parler des chiffres parce que c'est important, les indicateurs sont importants dans le monde de l'entreprise. Et en préparant l'émission, on se rend compte qu'on a du mal à avoir des chiffres qui se concordent puisqu'on est souvent sur des estimations. C'est d'ailleurs, je pense, un sujet important à traiter aujourd'hui. Mais si on se base sur les 5783 entreprises qui ont mis la clé sous la porte en 2015. Un commentaire sur ce chiffre, Choukri Marnouj? Bon, ce que je voudrais peut-être en préambule souligner, c'est que sans forcément s'arrêter à la valeur absolue de ce chiffre, on peut considérer, selon les statistiques officielles, à peu près 180 000 PME recensées aujourd'hui dans le pays. A priori, ça devrait être la source de la Caisse nationale de sécurité sociale. Comptablement ou algébriquement parlant, 6 000 entreprises sur un stock de 200 000, on est à 3-4% de chute par an. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le flux de création de nouvelles entreprises absorbe et va au-delà des faillites. Cela étant, nous sommes aujourd'hui dans un environnement, une conjoncture internationale qui est assez difficile. On constate également des pertes de parts de marché de l'entreprise marocaine à l'international. Notre marché est un marché intérieur de petite taille, soumis à de nombreuses contraintes, je pense qu'on reviendra dessus tout à l'heure, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est très intéressant de soulever au travers de ce débat les solutions sur lesquelles on doit innover dans notre conjoncture, dans notre système économique national, pour absorber, je dirais, ces chocs qui peuvent être cycliques. Par rapport à ce chiffre-là, vous êtes d'accord avec ces Marnouj? Alors c'est vrai qu'on va quand même expliquer aussi ce qu'est une faillite et ce qu'il peut y avoir derrière ce chiffre-là.
Alors, je ne sais pas, moi, si je vais aller sur l'explication ce qu'est une faillite. Moi, je parle aujourd'hui au nom des femmes, hein, chefs d'entreprise. Et il est vrai que nous-mêmes, en tant qu'association... On est très contents d'avoir les femmes chefs d'entreprise ce soir sur le plateau. Écoutez, on essaiera d'être là à chaque fois. On n'a pas nous-mêmes, c'est vrai, un observatoire pour dire combien d'entreprises ont fait faillite. Par contre, on est environ 15 000. Femmes, je dirais... 15 000 entreprises gérées par des femmes, voilà. Hein, que ce soit en gestion, hein, voyez... Enfin, initiées, plutôt, oui, voilà. Pas seulement gérées. Oui, voilà, initiées par des femmes. Donc il est clair que nous aussi, ce chiffre de 3-4%, on doit... et quand on incube, c'est-à-dire quand on prend des entreprises pour les accompagner, des porteuses de projets, et dans la durée, on se rend compte aux 30% de ces jeunes femmes, en fait, ne tiennent pas la route aussi. Vous voyez, donc, l'un dans l'autre, on a, dans le chiffre des 15 000, on a sûrement... Je suis d'accord sur ce chiffre-là, qui est un chiffre 3-4% d'entreprises qui font faillite. Après, il faut quel terme on veut donner au terme, je dirais au mot faillite. Mais aussi, quand on accompagne, ce qui est aussi une autre, je dirais une autre version, on a ce qu'on appelle, nous, un taux d'échec ou un taux d'abandon qui est par contre de 30%. Si on rapporte ça, comme l'a fait Simarnoche très justement, par rapport à la population des entreprises, est-ce qu'on est sur un taux acceptable finalement, parce que c'est le monde de l'entreprise, hein, tout simplement, c'est normal qu'il y ait des faillites et en même temps des ouvertures et des créations qui absorbent Je pense, comme il a dit Simarnoche, enfin, vu le contexte, la conjoncture internationale et son impact sur l'économie nationale, je crois que c'est un chiffre qui pourrait être, qui s'approche de la réalité. Parce que dans notre entourage, quand on voit les situations actuelles des entrepreneurs, on va parler des problèmes et des remèdes, je crois que c'est un chiffre qui peut être réel. C'est ça le... Moi, je vais peut-être vous choquer, hein, oui. Mais si on était dans un univers plus anglo-saxon, je me demande si il y avait encore plus de faillites, pourquoi pas? Parce que moi, je crois que des fois aussi qu'on attend trop longtemps. Si on attend 10 ans, on en parle entre femmes. Des fois, si un business ne fonctionne pas, il vaut mieux s'arrêter et repositionner, créer une autre structure et faire autre chose que d'attendre l'agonie. Il me semble, en tout cas, qu'on peut aussi avoir une autre... Il y a un chiffre aussi qui est quand même assez parlant, hein, qui émane de la Direction Générale des Impôts, qui est qu'on a quasiment seulement 2% des entreprises qui contribuent à hauteur de 80% pour l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est-à-dire, en gros, les entreprises qui dégagent ou déclarent dégager des bénéfices. Est-ce qu'il y a un moment où c'est... Bon, il y a aussi une vraie question, je vous vois sourire, mais il y a une vraie question derrière tout ça. C'est pour ça que je vous posais la question de ce qu'est une faillite. C'est-à-dire qu'on voit aussi beaucoup d'entrepreneurs qui laissent mourir une entreprise et en créent une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce sont des pratiques, malheureusement, qui existent. Non, mais vous avez raison. Le chiffre en valeur absolue, en fait, reflète plusieurs contextes qui doivent être analysés. Mais je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet-là. Je pense qu'effectivement, il y a cette notion d'agonie, c'est-à-dire que le fait générateur d'une défaillance est décalé dans le temps pour des raisons souvent fiscales. Il y a également du transvasement d'activités entre une société qui bénéficie d'un statut fiscal avec des nouvelles créations de sociétés. Et puis, il peut y avoir également, dans certains cas, des faillites au sens propre du terme, c'est-à-dire liées à une conjoncture, un instant T, et puis l'entreprise met la clé sous le paillasson. Il y a également les délais parfois, puisque entre la déclaration de cessation de paiement et la mise en faillite, il y a aussi un délai parfois réglementaire qui se met en place. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que, et je rejoins le propos de Wassila, 3-4% de pertes sur le stock des PME, c'est pas forcément l'indicateur choquant. Par contre, ce qui est important, c'est d'insuffler cette dynamique d'élargissement de la base des PME. Si demain nous avons 10 000 PME qui font faillite pour 300 000 PME au Maroc, ça ne choquera personne. Parce qu'on est dans l'échec et la reconstruction dans une dynamique entrepreneuriale classique. Donc le 3-4% n'est pas un indicateur effrayant. Je dirais ce qui est plus inquiétant, c'est les 180 000 PME. Et effectivement, cette contraction du portefeuille PME au Maroc est un sujet sur lequel on va faire quelques itérations. Alors, on va partir du principe qu'on est sur les faillites de bonne foi, c'est-à-dire que les faillites structurelles. Quelles sont finalement les causes principales de la faillite? Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les PME. Là, je répète encore une fois que ce chiffre est celle des faillites en général des entreprises, mais qui sont majoritairement des PME. Quelles sont les principales causes de défaillance aujourd'hui des PME? Est-ce qu'on en a une idée?
Moi, je pense, d'après notre expérience et nos actions qu'on a faites, et puis, si vous voulez, pour la longue période pour laquelle j'ai exercé la fonction d'entrepreneur, je pense qu'actuellement, le plus gros problème, c'est le problème de délai de paiement. Effectivement, ce que vous avez dit tout à l'heure, le chiffre, pour moi, à mon point de vue, ce chiffre-là concerne la grande majorité des entreprises qui ont fait faillite pour des raisons externes, c'est-à-dire pour les questions de climat économique, difficultés et retard de paiement. Parce qu'on ne compte pas les entreprises dormantes. C'est vrai que ça aussi, c'est un indicateur important. On va revenir sur les indicateurs. Donc, à ce moment-là, je pense, suivant les connaissances et les adhérents qu'on a, l'entrepreneur marocain ne veut pas, je ne parle pas des autres qui fuient, qui transforment, etc., qui jonglent, pour des raisons économiques, autres, mais je crois que c'est une minorité. Le petit entrepreneur, c'est un technicien ou c'est un gestionnaire qui s'est investi et qui veut se prendre en charge et qui, si vous voulez, pour lui, c'est presque inacceptable de se voir, d'être vu son entreprise couler. C'est quelqu'un, c'est dans le sang, quoi. Donc, moi, je pense qu'une grande majorité, c'est dû principalement au retard de paiement. Alors, vous êtes d'accord avec ça? On va s'arrêter sur ce point-là, parce qu'il y a d'autres causes, bien sûr. Ouais. Les délais de paiement, c'est vraiment la plaie aujourd'hui? Oui, sûrement, mais pas uniquement. Moi, je pense aussi, c'est des fois par manque de diversification du portefeuille. Par exemple, si clairement 80% de votre chiffre dépend d'un client et que le client change de fournisseur et qu'on n'a pas anticipé, clairement, moi en tout cas je connais des cas où clairement ça a été la cause, bien sûr conjuguée sûrement au délai de paiement, mais en tout cas il y a aussi cette anticipation. Justement, quand on a parfois des gens qui sont très, je dirais, des techniciens, pas toujours des commerciaux ou des gestionnaires qui anticipent, eh ben, ils sont mis devant le fait accompli, ils n'ont pas de plan B. Et donc, clairement, c'est aussi une des raisons. Bon, le délai de paiement, clairement, mais aussi le manque de diversification du portefeuille. On a un client, il fait le plus gros du chiffre. Eh ben, on n'a pas vu venir, on a plus de clients. Mais si on a plusieurs clients et qui payent en retard, ça multiplie le problème. Complètement. Chokri Marnouch, c'est quand même un des arguments phares qui est avancé aujourd'hui par les entreprises. Alors qu'elles soient petites ou grandes, mais bon, plus les petites entreprises sont beaucoup plus enclins à souffrir de ça. Aujourd'hui, c'est un vrai problème, le délai de paiement? La problématique du délai de paiement est l'un des problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais l'aborder sous un angle un peu plus financier, c'est la problématique du financement de l'exploitation de l'entreprise, c'est le BFR. Nous avons aujourd'hui un système économique où les entreprises ont quand même des difficultés à financer leur BFR et les solutions. Le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement et les solutions financières qui existent sur le marché ne répondent pas forcément aux attentes des chefs d'entreprise, pour plusieurs raisons. Donc il y a ce problème qui est indirectement le problème de l'accès au financement pour financer son cycle d'exploitation. Et les conditions aujourd'hui d'accès, c'est un sujet qu'on abordera, sont quand même globalement accéder au financement dans le pays, c'est quand même un très gros challenge, parfois même un défi insurmontable pour les chefs d'entreprise. On est encore dans une économie où le financement s'acquiert par la caution personnelle, par des systèmes de garantie. Et finalement, quand vous empruntez pour 1 dirham, vous donnez pour 5 dirhams de garantie. On va arriver au financement, mais je vous trouve très, à part monsieur, je vous trouve très indulgent sur le délai de paiement. On a quand même... Non, mais je sais pas. Vous êtes tous chefs d'entreprise, vous ne souffrez pas de retard de paiement? Terriblement. Moi, je peux vous donner le cas de je ne sais combien de femmes. Oui. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il est aujourd'hui. C'est que l'État est celui qui paye le plus tard, en plus. Mais c'est même pas ça. Avéré. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure avec Chokri. C'est qu'en fait, moi, je pense que c'est la partie de l'iceberg. C'est le délai de paiement. Mais parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas aussi, qui font qu'en fait que ces délais de paiement aussi sont vraiment, c'est le coup, je dirais, c'est le dernier coup qu'on vous donne. Mais il me semble aussi qu'il y a d'autres dysfonctionnements qui font que, bah oui, l'apothéose, c'est le délai de paiement. Donc je pense qu'il y a d'autres choses. Il y a la manière dont on fonctionne, notamment avec les marchés de l'État. Là, il y a la manière
dont on accède je dirais, au marché, il y a la manière dont on vend, qui est très compliquée. Et après, le coup de massue, c'est après quand on vous paye. Donc il me semble, moi, en fait, que le délai de paiement, je dirais, c'est ce qui vous achève. Mais il y a des dysfonctionnements avant. Qui font, vous voyez ce que je veux dire, le cercle en lui-même, il n'est pas du tout vertueux. Juste sur les délais de paiement dans d'autres économies sont largement réglementés. On a eu une loi sur les délais de paiement, c'était la loi de finances 2014, je pense, 2014, c'est bien ça, qui était censée réglementer les délais de paiement. Qui n'est toujours pas appliqué. Alors qui n'est toujours pas appliqué, pourquoi? Parce qu'inapplicable, très dur à appliquer. Parce qu'il y a eu des débats, parce que, si vous voulez, ça impacte sur certaines entreprises et puis les gens ne sont pas encore prêts à son application. Mais je reviens, si vous voulez bien, sur le délai de paiement. Je suis d'accord que c'est pas l'unique problème, c'est sûr et certain, parce que nous, dans notre association, nous avons catégorisé 5 points essentiels, on en parlera tout à l'heure. Mais si vous voulez, quand il y a la personne suivant la revue d'économistes, vous avez, pour les TPE, le délai de paiement arrive à 279 jours. 279 jours, oui. 279 jours. C'est pas du fournisseur, ça devient... Ça fait déjà 9 mois. Oui. Ajoutez à cela, pour les entreprises de services, avant de déposer la facture, parce que le délai de paiement, le compte à rebours commence... À l'accusé de réception de la facture. Voilà, moi ça, le c'est bon de livraison. Voilà. Ajoutez à cela l'achat de marchandises, la livraison, l'équipement, la réception, tout cela, ça fait environ 2 mois et demi à 3 mois. Ce qui fait, il faut 1 année de besoin de fonds de roulement. Donc on a 176 000 banques. Ça n'existe dans aucun pays. Comparativement, par exemple, aux pays de l'Europe, vous avez 10% des entreprises qui tardent à payer au-delà de 30 jours. C'est infernal. Je suis d'accord avec vous qu'il y a une question de stratégie, qu'il y a le marketing qui rentre en jeu, mais comment voulez-vous, madame, que le chef d'entreprise, avec la tracasserie, démotivé, le matin, il va appeler son banquier pour essayer de lui rallonger un petit peu la couverture, etc., les problèmes quotidiens. Il n'a pas d'énergie pour autre chose. Il n'a pas le temps, ni la motivation, ni le temps de penser stratégie, de penser développement de l'entreprise, c'est normal. Mais moi, je n'étais même pas à la stratégie. C'était de dire que, avant même d'arriver, comme monsieur parlait de la facture, c'est que c'est le chemin, c'est le parcours du combattant. C'est avant même de se dire, mon délai court pour être payé, moi je l'ai vécu il y a quelques jours. Si on vous dit, ah, dis donc, les livrables, là, ils étaient pas conformes. Après, c'est, ah ben non, il fallait tenir telle commission tel jour. Donc en fait, on n'est même pas encore parti sur le délai en lui-même, qu'en fin de compte, ce qui est pourri, c'est tout ce qui est avant, c'est ce que je dis, c'est que ça dysfonctionne tout le long de la relation avec la PME ou la TPE, où en fait on nous met la tête sous l'eau, c'est ça en fait. Et si ça te plaît pas, ben on va prendre un autre. C'est ça le problème, en tout cas pour moi il est... Non, je pense qu'on converge tous. Vous savez, la problématique du délai de paiement, c'est un débat qui date de Mathusalem au Maroc. Nous sommes tout à fait d'accord. Le problème du délai de paiement, je voudrais... en fait, c'est l'exercice un peu autour de dans le cadre de cette émission, c'est d'aller un peu au-delà de la relation purement financière client-fournisseur. Aujourd'hui, nous avons un tissu économique qui a du mal à se transformer. Et quand vous analysez la plupart des entreprises, en tout cas des organisations entrepreneuriales dans le pays, vous allez voir que les entreprises sont très peu dotées en outils financiers, en outils de budgétisation, de planification financière. Et que très souvent, la gestion du BFR est personnalisée sur le patron de l'entreprise. Alors qu'en principe, normalement, ce sont des activités qui se délèguent, qui s'organisent et qui s'inscrivent dans la logique de la transformation d'une entreprise. Maintenant, nous sommes dans une économie qui est ce qu'elle est. C'est-à-dire que nous sommes dans un marché qui est de petite taille, avec des problèmes de trésorerie structurelle. Vous avez noté qu'aujourd'hui, il y a eu une réunion qui a été convoquée par le Walid Bank El Maghreb sur la problématique du financement. Et on voit une situation, encore une fois, qui est très spécifique, c'est-à-dire d'un côté, très peu de demandes en financement du secteur privé et de l'autre côté, de la liquidité qui existe sur le marché interbancaire au niveau des banques. Donc nous avons une vraie problématique de transformation de la ressource financière dans les entreprises et ensuite dans la gestion des relations entre les entreprises, notamment de par des us, des coutumes, parfois des relations personnalisées, de l'absence d'outils. Et en fait, finalement, nous sommes d'accord sur le problème du BFR,
Mais je pense qu'on est surtout face à un vrai challenge qui est celui de la transformation de la logique d'entrepreneuriat des chefs d'entreprise. Et que les us et coutumes doivent évoluer, doivent s'inscrire vers les standards. Pour s'inscrire vers les standards, finalement, si vous avez un industriel qui fait appel à des sous-traitants, et si tout le monde converge vers un même objectif qui est celui d'un juste partage de la valeur créée par les différents acteurs, en principe, tout le monde va s'entendre sur le délai de paiement. Parce que c'est dans l'intérêt collectif. Là, vous êtes en train de me parler de mentalité. Mais nous sommes face à un vrai problème de mentalité. Alors, vous avez souvent on a bien vu que la loi n'a pas changé les mentalités parce que c'est une loi qui était purement fiscale finalement, hein, et qui, bon, bah, si on rentre techniquement, en gros, c'est des pénalités de retard, mais qui sont provisionnées, qui sont soumises à finalement considérées comme du chiffre d'affaires, et donc beaucoup d'entrepreneurs considéraient ça comme une double peine. Alors, ce qui fait que je pense que la Direction Générale des Impôts a pris conscience de ça, donc c'est pour ça que pour l'instant c'est pas tellement appliqué parce que très dur. Mais de quelle manière on peut le faire? Est-ce qu'il faut que ça aille au-delà de la fiscalité? Il faut qu'il y ait que ces pénalités aillent directement chez les entreprises qui payent en retard? C'est très compliqué à mettre en place. Donc c'est pour ça que mentalité, loi, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à amorcer le virage en termes de mentalité et d'avoir cette même vision, c'est-à-dire qu'on est... C'est assainir en fait, assainir ce climat. Assainir cette relation. Oui, moi je pense. Enfin, j'ai pas, après je crois que c'est en parallèle, c'est les deux. Mais il est vrai que la mentalité, nous, moi je parle en tant que... en tant que femme qui représente mes collègues, hein, femmes, nous on s'est rendu compte quand vous parlez de mentalité, c'est que nous elles le vivent aussi. Figurez-vous, quand non seulement il y a les difficultés qui sont inhérentes aux chefs d'entreprise de manière générale, et les femmes, elles ont d'autres difficultés. C'est-à-dire que sur tout ce qui est accès au financement et autres, c'est les mêmes difficultés que les hommes. Donc à la limite globalement, franchement ça change pas. Par contre, nous, elles ont de très grands soucis sur certaines régions du Maroc. Alors pas partout, pas à Casa et Rabat, en termes aussi de mentalité. C'est-à-dire qu'on n'admet pas qu'une femme, si elle a un rendez-vous, il y a un séminaire qui se passe à l'hôtel, elle doit y aller. Donc ça s'arrête quand même à des niveaux. Je fais exprès de... Mais c'est réellement, parce qu'on a lancé une étude et on a des éléments qui montrent que nous, au-delà de ce que disait Choukri, c'est vrai qu'il faut assainir le climat déjà, que ce soit entre les fournisseurs, entre le donneur d'ordre. Nous, en plus de ça, les femmes ont d'autres soucis qui sont afférents à la mentalité. Donc il me semble que la mentalité, l'évolution des chefs d'entreprise en eux-mêmes, et nous on le vit pour les femmes, c'est qu'en fait je crois qu'il y a un pas à faire. Et ce pas-là, comme il disait, on en parlait en off tout à l'heure, c'est qu'on se disait, il me parlait d'Agadir où il était allé voir, ou d'autres régions, c'est que vous avez 5, 6, 10 chefs d'entreprise qui suivent, qui comprennent que c'est gagnant-gagnant avec son fournisseur, que c'est dans son intérêt, mais tout le monde ne comprend pas. Donc moi, je pense qu'il y a un travail d'abord d'assainissement, de sensibilisation. Et légiférer, c'est bien, c'est vrai, c'est compliqué, mais il me semble aussi que la relation client-fournisseur vraiment n'est pas saine. On a l'impression que vous vendez je sais pas, Oui, je voudrais... Alors, sur le côté réglementaire, vous savez, l'esprit d'une loi, c'est de fixer toujours un minimum de principes vers lequel les gens vont converger. Mais ça ne régit pas les pratiques. Et vous ne pouvez pas transformer les pratiques par un décret ou par une loi. Ça prendra beaucoup de temps et on est confronté à d'autres difficultés. Je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est la transition des mentalités dans l'entrepreneuriat au Maroc. On ne peut plus aujourd'hui rester dans des modes de gestion des relations. Vous savez, de façon anecdotique, vous avez souvent des entreprises qui ont de la trésorerie, qui mettent de l'argent dans des dépôts à terme, mais qui ne payent pas leurs fournisseurs. Oui. Donc on est parfois... pratiques quand même. Hein. Voilà, ça c'est... Voilà, mais ça c'est... On ne peut pas le régir autrement que par un accompagnement spécifique. Et parfois qu'ils ne payent même pas leurs salariés. Et autres. Oui. Mais bon, on stigmatise pas, je veux pas stigmatiser les PME, mais il y a des pratiques qui, on va dire, déteignent ça après sur maintenant, c'est quand même un frein important parce que ça entrave la capacité du chef d'entreprise à aller vers d'autres logiques, d'autres dynamiques, développer ses produits, développer ses marchés, parce qu'il passe sa journée à gérer le différentiel entre la facilité que lui donne son banquier et l'échec ou les règlements qu'il va peut-être percevoir dans un délai lambda. Alors ça, c'est les délais de paiement. Oui. Je voulais un mot sur les délais de paiement. Moi, je crois qu'il y a un ensemble d'outils à mettre en œuvre. Par exemple, à part le côté législatif, dont je suis parfaitement d'accord, prenons par exemple un exemple de la Turquie, qui est un exemple vraiment frappant. Quelqu'un qui, par exemple, qui dépose sa facture, le client, il a un délai d'1 semaine pour contester la validité de cette facture. D'accord. Bon, soit le service, soit la marchandise. Si nous, par exemple, au lieu d'1 semaine, mettons 15 jours.
Parce que là, on commence à jouer sur... on laisse la facture jusqu'à délai de 90 jours. À ce moment-là, vous avez une virgule, vous avez ceci, tout ça. Bon, c'est les fausses barbes. Donnez un timing bien précis pour la validation ou l'acceptation de la facture. À partir de là, commence à courir le délai de paiement légal. Si jamais le délai est dépassé, automatiquement, celui qui devrait payer s'il n'a pas honoré ses engagements, il y a, si vous voulez, toutes ces banques, enfin, il y a une saisie sur ses comptes. Je suis sûr... Et par une décision de justice. Ben, justice, oui, mais c'est très rapide. C'est très rapide. Oui, ça va être une requête. Alors, s'il y a des genres de choses comme ça, moi je crois que les gens, je crois qu'il faut légiférer, et il faut aussi des actions, et il faut sensibiliser. Moi je pense, dans notre association, on pense voir, pourquoi pas, avoir une émission dédiée à ce genre de problème. Montrer les gens, il y a quand même des sociétés, il faut le dire, il y a des sociétés bons payeurs, des sociétés citoyennes. Ceux-là, il faut les mettre en valeur. Et les autres, il faut les déclarer directement ou indirectement pour qu'on puisse, cette conduite de changement demande un certain nombre d'interventions. Je vais m'arrêter sur ce point parce que c'est vrai que le délai de paiement, après on passera aux autres problèmes, bien sûr le financement qui est un gros problème. Là vous allez parler de la justice. Une PME, j'imagine, une PME qui va en justice pour essayer de récupérer une facture d'un certain montant qui peut parfois ne pas être énorme, des fois c'est grand, mais des fois ça peut être intermédiaire, etc., qui va aller en justice. La relation est rompue, j'imagine, à partir du moment où une PME va aller en justice contre son client. Est-ce que la PME est prête à risquer, dans la conjoncture actuelle, d'aller rompre cette relation? Est-ce que finalement ça doit passer par la justice? Mais c'est là où le changement de mentalité est quand même la pierre angulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous mettre en confrontation avec vos clients ou avec vos principaux fournisseurs, en tout cas côté client, parce que de toute façon, vous allez, même si vous récupérez votre dû, vous allez rompre une relation que vous avez construite pendant un certain nombre d'années. Donc le chef d'entreprise est face à ce dilemme. Alors moi, très honnêtement, culturellement parlant, je ne suis pas très favorable à la notion de l'orthodoxie législative ou réglementaire. Il faut que ça soit le dernier palier, quoi. Voilà. Dernière palier, solution. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un des sujets sur lesquels on peut s'interroger, c'est finalement quand vous êtes chef d'entreprise et vous devez financer un cycle de paiement, en tout cas un cycle de recouvrement qui est long, quelles sont les solutions financières que vous avez sur le marché? Aujourd'hui, vous n'en avez pas beaucoup. Et on peut, à partir de là, se poser la question sur comment éventuellement développer ou déployer des outils dans le pays qui vont permettre à ces TPE et à ces petites PME d'absorber un cycle de recouvrement long pour pouvoir également se développer dans le temps. Et donc certains pays, M. Bouzidi a parlé effectivement de la Turquie, mais on constate que dans certains pays où les économies sont émergentes, les États ont mis en place des dispositifs dédiés à la TPE-PME pour notamment financer leur cycle d'exploitation et contrecarrer cette contrainte qui est due à des us et coutumes pour les faire évoluer pro rata temporis. Je pense que c'est un des angles sur lesquels, en tout cas, il y a une réflexion à conduire. Alors, est-ce que c'est une banque de la TPE-PME? Est-ce que c'est un médiateur de l'entreprise comme il existe en France aujourd'hui? Le médiateur des entreprises est là aussi pour gérer parfois les conflits commerciaux ou les problématiques de recouvrement spécifiques, voire parfois même accompagner les TPE-PME, en tout cas les TPE, pour lever des financements sans garantie pour soutenir en fait leur cycle d'exploitation. Alors justement, Hamza, dans un tweet, nous dit « Le système bancaire demande encore des garanties matérielles, chose absente chez les PME de services qui sont nombreuses sur le marché. » Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs PME. On sait aujourd'hui qu'on peut créer une entreprise avec capital zéro, finalement. On est revenu de loin. Je pense qu'on était à 100 000, ensuite 50 000, ensuite 10 000, 20, 10 000, bon, pour arriver à capital zéro. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui n'ont finalement pas grand-chose à donner en garantie, notamment dans le service, ce qui pose la question des mécanismes de financement. On fait une petite pause et on revient juste après.
Les PME en difficulté. Alors on parlait du financement, on a parlé des délais de paiement longuement. On a bien compris que c'était un problème qui était extrêmement important pour la santé des PME et qui pouvait aussi s'expliquer, vous l'avez dit, vous l'avez répété, le besoin en fonds de roulement. Et pour satisfaire son besoin en fonds de roulement, il faut du financement. Pour avoir du financement, eh bien, il y a les banques. Et alors aujourd'hui, est-ce que, bon, je vous pose une question à laquelle je connais la réponse, mais est-ce que les banques rechignent à financer des projets, à financer l'innovation, à financer des start-up, à financer, on va dire, de nouvelles créations d'entreprises, et pourquoi? Alors, c'est simple, 56% des femmes chefs d'entreprise sont dans le service. Et quand on est dans le service, vous allez voir votre banquier, vous lui dites j'ai une plateforme, je veux développer. Et il vous demande est-ce que vous avez un terrain, est-ce que vous avez une maison, un appartement à donner en garantie. Donc clairement, on a un vrai souci. Je pense qu'il n'est pas lié uniquement aux femmes, mais comme 56% des femmes sont dans les services, et souvent des entreprises qui ont moins de 10 personnes, moins de 4 millions de dirhams de chiffre d'affaires, vous pesez pas grand-chose devant le banquier. Il est vrai que l'association, depuis 15 ans, a créé des liens privilégiés avec certaines banques pour que les femmes et un accès plus facile au financement. Mais ça reste le problème numéro 1 des femmes chefs d'entreprise parce qu'elles sont dans les services. Celles qui sont, elles sont peu malheureusement, il y a 20% dans l'industrie, elles sont souvent suivies, que ce soit qu'il y a eu le plan émergence et autres, elles arrivent à avoir un certain nombre de subventions et autres qui font que leur BFR ou autre fait ils ont une certaine latitude, elles arrivent parce qu'elles ont de quoi donner, elles ont l'usine, elles ont... Vous voyez, il y a quelque chose qu'en fait matérialisable, comme disait monsieur, qui est à donner. Nous, le gros souci qu'on a, c'est les femmes qui sont dans le service, c'est quand même 56%, et face aux banquiers, l'accès en financement, il est impossible. Enfin, je dirais, ou alors intuitif personnel, parce qu'on sait que cette dame elle est sérieuse, et elle va donner 100 garanties, on va éventuellement. Mais c'est le problème numéro 1. Alors pour les jeunes femmes qui ont de bonnes idées, qui ont des start-up, qu'est-ce que la femme fait? C'est qu'en fait, elle sélectionne les chefs, des porteuses de projets, elle les accompagne pendant 18 mois, donc elles ne payent pas de loyer, elles n'ont pas de salariés, elles ne payent pas de conseils puisque c'est gratuit. Et en fait, c'est ce qui fait... Donc ça allège tout le processus finalement de... Les 18 mois, les 2 premières années sont prises en charge, je dirais, par son substitut. Et en fin de compte, c'est pas la banque qui fait le job, ou alors la banque va leur accorder 50 000 dirhams à travers un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour la création d'entreprise, mais tout le reste est fait par l'association. Voyez. Mais pour les femmes qui sont dans l'entreprise, qui aujourd'hui ont pignon sur rue, c'est un sujet majeur. Alors, c'est la même problématique pour les hommes. Oui, exactement. Donc on aura moins réussi à faire respecter la parité quelque part. Oui. L'accès au financement, aujourd'hui, c'est la vraie problématique, on est d'accord ? Bon, déjà, de façon générale, le système de financement aujourd'hui bancaire au Maroc est quand même très orienté vers les économies traditionnelles, capitalistiques. C'est-à-dire là où il y a du corporel, il y a de l'actif en dur, on va financer. Dès que vous créez de l'innovation, ou vous êtes dans de façon générale un projet avec un capital immatériel, en tout cas une connotation immatérielle, ou que vous allez financer, des développements plutôt soft, vous êtes confronté, de toute façon, c'est clair, à un problème de compréhension du projet et surtout donc de financement. On est sur des outils classiques, c'est-à-dire vous avez des systèmes de financement crédit moyen terme qui sont adossés aux actifs industriels ou éventuellement à ce que vous allez développer. Et quand vous arrivez au financement du BFR, vous êtes généralement face à des logiques de facilité de caisse. Et de caution personnelle, souvent. Alors ensuite, vous avez le système de garantie où on vous demande tout ce que vous avez capitalisé toute votre vie, en général, puisque la caution personnelle est le premier sujet de discussion. Alors, ce qui est aujourd'hui quand même aberrant, je voulais quand même juste en faire une petite note, c'est qu'on demande encore aux gens, en tout cas aux demandeurs de crédit, de signer des billets à ordre en blanc, alors que c'est proscrit par la réglementation. Bien. Alors, à partir de là, le délai moyen pour aboutir à la demande de financement, on se situera généralement difficilement en dessous de 6 à 8 mois pour un vrai aboutissement dès lors que vous êtes dans une négociation sur les conditions de garantie. Ensuite, sur les taux, on est encore à un coût d'accès à la trésorerie qui se situe en moyenne entre 6 et 8%.
on n'est pas loin du crédit à la consommation. Voilà. Et même des fois à 9. Alors, 6 à 8%, mais dès que vous dépassez les autorisations, vous êtes en général entre 11 et 14% en moyenne. Sachant que je regardais juste avant d'entrer dans l'émission, le taux du marché interbancaire, on est aujourd'hui à peu près à 3%. Ça veut dire qu'on est encore dans un système de financement qui prend en moyenne entre 200 et 300 points de base sur une opération de financement. C'est une aberration. Alors, on ne peut pas le justifier par une notion de risque, ça ne peut pas être justifié économiquement. Preuve en est, le décalage que vous avez entre le chiffre que vous avez cité, Faisal, tout à l'heure, c'est-à-dire peu d'entreprises qui représentent 80% de l'impôt, et de l'autre côté, donc un système économique faiblement contributeur fiscalement, et de l'autre côté, un système financier qui est générateur de profits relativement élevés. Alors, évidemment, c'est un gage de stabilité macroéconomique, très bien, mais on est quand même face à un décalage. C'est Bouzidi. Oui, le financement, je crois que ça dépend des genres et des types d'entreprises, de leur ancienneté, et aussi de la notation, le fameux rating que fait chaque banque pour les entreprises, suivant leur comportement, etc. Je donne un exemple. Par exemple, pour une société, qui est sur la place pour une longue période, plus de 5, 6 ans, 10 ans comme ça, qui effectue des services et des travaux de forte valeur ajoutée, bien sûr, cette banque, cette entreprise, elle est la bienvenue. Parce que, comme disait Manuel tout à l'heure, dès qu'elle dépasse la ligne normale, c'est le taux d'enfer. Là, il y a quelque chose, pour la banque, il y a des intérêts intéressants. Par contre, si l'entreprise, le pauvre entrepreneur vient de débuter, on pourra parler tout à l'heure, il y a tout le cycle, non seulement le financement, mais même pour acquérir un marché, il faut avoir des références. Et il y a une réticence, et s'il n'a pas de garantie réelle, c'est pas possible qu'il ait des crédits. Maintenant, pour les moyennes tailles, ceux qui peuvent s'affilier à la FINEA, il faut dire que la FINEA fait quand même du bon travail, mais elle est engloutie, les demandes sont très importantes. Qui dépend de la CDG, on va parler bien sûr de tous ces mécanismes aussi de garantie, dont la CCG où il y a des fonds. On regarde juste une mise en perspective de Tawfiq Nasri sur les différentes solutions qui sont proposées, on en reparle juste après. Ce sont les petites entreprises et les start-up qui créent le plus d'emplois. Le constat est fait par la Banque mondiale dans un récent rapport sur l'emploi dans les pays de la région MENA. Les PME du secteur manufacturier emploient entre 42 et 72% des salariés. La moitié des employés se trouvent dans les structures de moins de 16 salariés. Dans la région MENA, le Maroc est classé 7e sur 20 pays en matière de business. Il est devancé notamment par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la Tunisie. Le Maroc se situe même au-dessus de la moyenne mondiale concernant la perception d'opportunités, la prise de risque, le réseautage, l'innovation dans le processus et l'internationalisation. Pour améliorer sa compétitivité, le Maroc a mis en place plusieurs mesures, à commencer par le plan d'accélération industrielle 2014-2020. Parmi ses objectifs, créer des écosystèmes industriels, porter le PIB industriel à 23% du PIB global et créer 500 000 emplois. Un fonds d'investissement de 20 milliards de dirhams a été mis en place pour porter la stratégie. Pour sa part, la CGEM a lancé il y a un an l'initiative Startup Act. Elle offre aux jeunes porteurs de projets innovants un écosystème permettant de les aider à accéder au cercle fermé des grandes entreprises et de les faire bénéficier de tous les services offerts par la CGEM. Alors, c'est vrai que, on parlait du financement et l'innovation, finalement, a besoin de financement. On voit bien des plans, des solutions qui ont été proposées, notamment pour les start-up. Est-ce que je reviens à la mentalité dont vous parliez tout à l'heure? Il y a la mentalité des banques aussi. Est-ce que il faut, au niveau du système bancaire, une adaptation en termes de mentalité pour accepter, dans une certaine mesure, de prendre des risques? On parle alors de capital risque. Est-ce que finalement, ce capital risque, comme on peut voir aux États-Unis, dans le système anglo-saxon, où la faillite est admise et puis on recommence du moment que ça peut fonctionner à un moment donné, est-ce qu'on va arriver un jour à insuffler cette notion de capital risque où la banque est elle aussi partie prenante pour pouvoir favoriser l'innovation? L'innovation est un élément clé pour la compétitivité du secteur économique marocain. Ça, c'est un élément fondamental. On ne peut plus être dans des logiques d'extension de capacité industrielle sans agir sur le levier de l'innovation, comme l'ont fait beaucoup de pays
que ce soit des pays asiatiques ou notamment dans le cas de figure, le cas de la Turquie ou autre. Donc l'innovation, c'est un des instruments de développement de l'entreprise auquel on doit adosser des instruments de financement spécifiques. Alors l'État a mis en place des instruments. Qui avaient pour objectif d'accompagner l'émergence de processus novateurs ou d'innovation. Je pense que les résultats sont plutôt mitigés. Pourquoi ? Parce que l'approche doit être intégrée public-privé. Alors effectivement, dans votre présentation sur le côté un peu incubateur de la CGEM sur l'innovation, mais je pense que c'est une vraie problématique qui doit être totalement intégrée. C'est-à-dire d'un côté, on doit avoir un système bancaire et des modes de financement autres que la banque, capital risque ou crowdfunding ou éventuellement autre chose, de façon à pouvoir permettre aux porteurs de projets de disposer de systèmes de financement autres que les systèmes traditionnels, mais sur lesquels on accepte de prendre du risque avec encore une fois une culture qui est différente de la culture du banquier. C'est-à dire que vous ne pouvez pas faire du capital risque en ayant une approche purement bancaire du projet que vous allez accompagner. Ça ne fonctionne pas. Preuve en est aujourd'hui, on voit que le niveau de consommation des avoirs des fonds d'investissement qui peuvent être sur certains maillons dans la chaîne de valeur sont encore à des niveaux plutôt timorés. Salah Ebrahimi, le capital risque, c'est important. Bon, il existe chez nous, mais il est encore très confidentiel. Oui. Enfin, nous, en tant qu'association, c'est vrai que ça a été des grands débats pour se dire si on n'allait pas non plus pousser en ce moment carrément un fonds d'investissement qui allait permettre aux femmes de pouvoir avoir ces fameux leviers et nous-mêmes être à l'origine de certains projets innovants, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec ces fameux cet incubateur qui existe depuis 10 ans, on n'avait pas assez de projets innovants aussi en eux-mêmes. C'est-à-dire que 80% c'était plus du conseil dans les RH ou dans la communication, c'est vrai, puisque ces femmes-là avaient cette expérience-là, mais on n'a pas, comme moi je regardais une émission sur les start-upeuses de Ramallah, palestiniennes, et vous vous rendez compte qu'elles sont dans une très grande contrainte, qui est la guerre et autres, et pourtant c'est des jeunes femmes qui sont très très innovantes. Et je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, quand on parle d'innovation dans la manière de financer, mais aussi l'innovation en elle-même, qui est un levier de performance pour l'entreprise, on se rend compte que nous-mêmes, on n'est pas encore, aujourd'hui en tout cas, je crois qu'on n'est pas arrivé à créer cette transformation qui est en même temps pour ceux qui nous financent, pour comprendre et pour qu'on ait des outils de financement qui soient innovants, et nous-mêmes aussi être sur des projets innovants qui vont intéresser ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos des banques. Ah, pas du tout. On va arrêter, sinon ils vont me refuser ma carte au guichet. Mais il y a aussi, est-ce qu'on manque d'innovation, de projets finalement les banques n'ont pas confiance aujourd'hui. On n'a pas ça va nous faire parler des ressources. Je sais que vous y connaissez bien. À mon point de vue, selon les recherches qu'on a faites dans notre association, moi je crois que les banques, franchement, ce ne sont pas de vraies banques commerciales. C'est-à-dire, je veux dire par là, qu'ils ne prennent pas de risques. Alors, à partir de là, c'est très difficile pour la petite entreprise parce que, par exemple, le capital risque, moi je crois que c'est une très bonne chose parce qu'il y a un partenariat sur le bénéfice et sur les risques, il y a un accompagnement, il a beaucoup d'avantages, mais je crois qu'actuellement, à notre niveau marocain, c'est déjà pour, si vous voulez, pour des entreprises de taille moyenne. Pour la petite, c'est très difficile. Il y a aussi un point important, c'est que le traitement des dossiers des petites entreprises, c'est une tracasserie pour les banques. Donc, à notre point de vue, la proposition serait d'avoir une banque dédiée à la petite entreprise. Et là, je vous donne un chiffre très important. En 2002, lors de la signature, la validation de la charte 5300, qui a donné la création de l'ANPME, il y a eu automatiquement la dissolution de l'ODI, l'Office de développement industriel, qui avait certaines choses peut-être. Mais depuis ce temps-là, suivant les statistiques données par le Haut Commissariat, de 2000 à 2014, l'emploi dans le secteur de l'industrie est passé de 13,2 en 2000 à 11,1 en 2014. C'est quelque chose d'inquiétant. Et vous liez ça Diane, je sais pas, je vois si Marnouche... Oui, je suis d'accord sur le chiffre, mais encore une fois,
il faut se réserver d'autres angles d'analyse. Dès lors que vous êtes face à un problème de compétitivité du tissu économique, vous avez forcément des gens qui basculent du formel vers l'informel. Et donc ça sort automatiquement des radars. Donc aujourd'hui, nous sommes... On fait tout pour que ça soit dans l'autre sens. Oui, alors je vais rebondir sur le chiffre qui est un chiffre qu'il faut prendre en considération de M. Bouzidi. Nous sommes un pays aujourd'hui d'entrepreneurs. Le Marocain, c'est un entrepreneur. Le Farrach que vous allez trouver à l'extérieur avec son petit tissu, à celui qui vous démonte les systèmes cryptés à l'international, etc. Donc, il y a une capacité, une ingéniosité au niveau du Marocain. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on n'arrive pas à libérer les énergies. Et pour libérer les énergies, on passe effectivement beaucoup de temps à essayer de régler des micro-solutions dans un puzzle global. Ce vers quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est de développer cette culture de l'entrepreneuriat. Alors il manque des chaînons dans la chaîne de financement. Effectivement, les banques ne sont pas responsables de tout. On a parlé du capital risque, mais on a parlé des incubateurs. Et puis il y a aussi peut-être un maillon qui manque aujourd'hui, que beaucoup de pays ont développé, c'est la notion d'accélérateur de croissance. C'est quoi un accélérateur de croissance? C'est vous prenez des étudiants, ils portent des projets, et vous les mettez à maturité sur 6 mois, avec un accompagnement parfois de l'État, de façon à ce que ces porteurs de projets, ces futures start-up, fassent émerger des idées et puissent accéder à des outils de financement en ayant été accompagnés, coachés, d'où également un sujet que je voulais évoquer tout à l'heure, cette notion de mentoring des dirigeants. Alors, rapidement, je vais ouvrir une parenthèse. Au niveau donc de l'association que je représente, des cabinets de conseil, nous avons décidé de déployer un programme de mentoring des start-up et des dirigeants. Et nous sommes en discussion avec certains institutionnels, dont celui que vous avez cité, la NPME, pour justement mettre en place avec les partenaires un programme d'accompagnement que l'association souhaite déployer, qui est non lucratif, totalement bénévole. C'est une redistribution de l'expertise des cabinets de conseil pour accompagner, en tout cas contribuer à l'édifice, qui est celui donc de remplir, ou en tout cas de combler les chaînons manquants dans la chaîne, et donc d'apporter ce levier qui est celui de faire mûrir la logique d'entrepreneuriat de la sortie des bancs de l'école-université, être capable de porter des projets et être capable également de discuter avec les partenaires financiers. Parce que l'une des problématiques des TPE, PME au Maroc, c'est que quand vous mettez le chef d'entreprise face aux bailleurs de fonds, quel que soit le système de financement, mais le gars, souvent, n'est pas en mesure de dialoguer parce qu'il ne comprend pas un bilan, il ne sait pas ce que c'est qu'un chiffre d'affaires. Ça pose le problème de la qualification et des ressources humaines. Oui. Ouais. Et puis, je pense aussi, on devient pas entrepreneur d'un seul coup. Moi, je pense ça se prépare. Ça se prépare. Moi, je pense vraiment, ça doit être. Moi, je le vois moi-même puisque j'ai participé à des comités de sélection où des jeunes femmes donc qui se présentent, qui pourtant étaient accompagnées sur leur projet, que ce soit sur le business plan et autres, pour pouvoir en tout cas présenter quelque chose parce qu'elles ont une idée, une bonne idée à la base. Et là, le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Disons que moi, il me semble d'abord que tout le monde ne veut pas être entrepreneur, parce que certaines personnes sont peut-être numéro 2, numéro 3 d'une entreprise. Elles se disent, j'ai la technicité, allez, je vais créer. Pourquoi pas? Parce qu'en fin de compte, je crois qu'il faut savoir se lancer à l'eau. Mais ensuite, il y a quand même d'autres compétences qu'on demande. C'est, comme disait, de savoir lire son bilan, c'est de savoir gérer des gens, c'est de savoir coacher des ressources, c'est savoir gérer son client. Et là, franchement, il y a quand même des compétences qu'il faut. Il y en a beaucoup qui apprennent sur le tas, et à leur dépend. Complètement. De toute façon, nous, on a des dames qui ont commencé. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un renforcement des capacités qui est vraiment, ça éviterait un certain nombre d'écueils. Moi, je voudrais ajouter une chose aussi. Parce que là, pour les banques, tout à l'heure j'ai dit parce que dans tous les pays du monde, il y a une banque qui est dédiée à la petite entreprise. Parce qu'il faut dire la réalité, les traitements des dossiers, ça coûte cher. Et puis, si vous voulez, on a bien compris votre appel du pied, voilà. Il nous faut une banque dédiée à la petite entreprise. Il y a aussi une chose, si vous voulez, mis à part et aux femmes aussi, comme pour les assurances. Actuelles des choses. La banque, par exemple, il y a 3-4 ans de cela, si vous avez un projet immobilier, la banque vous suit. Parce que là, une garantie, c'est du dur. Oui, c'est de l'asset backing. Voilà. On est sûr de... Il n'y a pas de risque. Si vous parlez, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'innovation, d'industrie, etc., déjà, même pour le promoteur, enfin pour l'entrepreneur, c'est un risque. Est-ce qu'il a vraiment l'audace de se lancer dans cette affaire? Et puis ensuite, bien sûr, la banque, il y a une réticence parce que le risque n'est pas le même.
Donc c'est là où il y a le problème. Vous savez, vous êtes promoteur immobilier et vous venez avec une solution immobilière où vous allez mettre des matériaux innovants, des isolants ou faire des bâtiments avec une efficacité énergétique, vous ne serez pas financé. Ça sera en tout cas compliqué pour lever le financement. Alors, je voulais juste peut-être pour revenir, parce que je ne voudrais pas qu'on centre trop le débat sur la problématique du financement. Je pense qu'il y a qui est essentiel. Qui est essentiel. Financement. Il est essentiel. Alors, il y a quoi d'autre? La compétence. Il y a un vrai enjeu sur les ressources humaines. Vous nous avez dit tout à l'heure 5 éléments que vous aviez identifiés qui sont là. Alors, on a parlé des délais de paiement, on a parlé du financement, on a parlé des compétences. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'immobilier professionnel, enfin l'accès au foncier professionnel. Le foncier, oui. Le foncier. Il en manque. Non mais alors ça, arrêtons-nous là-dessus parce que c'est un vrai problème, l'accès au foncier professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut faire des comparaisons avec d'autres pays, est-ce qu'il est normal que le foncier professionnel soit nécessairement plus cher, par définition, que le foncier résidentiel? Est-ce qu'il ne faut pas que ça soit le contraire? Alors, avant de répondre à la question, si Faisal, je voudrais quand même rappeler 2 éléments, parce qu'effectivement, pour moi, il y a 6 contraintes majeures pour la TPE-PME. Il y a celles qui ont été évoquées, la partie liée au RH, l'accès au financement. Je pense qu'il y a aussi un problème qui est celui de la mise à niveau de notre tissu, parce que souvent le terme aujourd'hui est considéré comme étant dépassé, mais on est face à une problématique quand vous décrétez une loi pour la conformité environnementale, ou une loi sur la conformité en matière de contrôle sanitaire, eh ben, écoutez, vous avez une bonne partie du tissu économique qui n'est pas en mesure aujourd'hui de se mettre en conformité par rapport à un certain nombre de... Donc il y a un problème de mise à niveau qui suppose aussi une meilleure intégration de la technologie. J'ouvre et je ferme une parenthèse. On a une stratégie du numérique dans le pays. On est en train de rater la transformation numérique de l'économie marocaine. Alors justement, pour illustrer, c'est pas une question, c'est juste une réaction de Yamina sur Twitter. Pour que les PME marocaines soient compétitives, nous dit Yamina, elles sont obligées d'intégrer des solutions innovantes, notamment les nouvelles technologies de l'information. La digitalisation numérique de l'économie, c'est un élément fondamental et ça permet parfois de lever un certain nombre de problèmes. Exemple, le fait d'accéder à des locaux, parce que vous pouvez aujourd'hui virtualiser. Les sociétés sont dans une phase de numérisation, on ubérise partout. Dématérialisé. Donc il y a une dématérialisation, donc on peut faire des choses. Autre élément qui est important, c'est l'accès au marché. Aujourd'hui, accéder au marché public, c'est quand même assez compliqué. Accéder au marché à l'international, c'est également parfois compliqué de par les barrières non tarifaires qui peuvent exister. Donc alors justement, sur l'accès au marché public... Je reçois des tweets en même temps. Oui, mais alors je reçois des tweets en même temps là-dessus. Mohamed nous dit les PME sont censées avoir 20% des marchés conclus par l'État. Ça, c'était un quota qui était normalement. Il pose la question, mais la réalité est de savoir, est-ce que les PME en bénéficient actuellement aujourd'hui? Est-ce que ces 20%, c'est une réalité? Si on reste toujours... non. Vous prenez aujourd'hui... C'est le chat qui se mord la queue. Vous prenez les règlements de consultation qui sont initiés par l'État, qui sont lancés par l'État. Vous allez voir les critères de sélection des prestataires ou des fournisseurs. Généralement, la barre est tellement élevée que vous ne serez jamais dans cet objectif qui a été fixé. Donc on est encore sur la commande publique. Il y a encore une vraie problématique d'accès à la commande publique, qu'il s'agisse des marchés de fourniture, de services ou de travaux. C'est un sujet. Si en plus vous êtes une TPE et que vous n'êtes pas en mesure d'absorber un cycle de recouvrement sur 8 mois, c'est même pas la peine de soumissionner. Et moi, excuse-moi si j'interromps, mais il y a un autre élément qui vient compléter ce que disait Joukri, pour les marchés publics, c'est aussi de se dire, après tout ce parcours de combattant, après on vous donne, c'est le moins de 10 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous voulez être innovant, si vous voulez vous appuyer sur des solutions... Oui, on est sur le moins 10 ans, c'est juste pour ce que je veux dire. C'est-à-dire alors, le moins cher. Le moins cher. De toute façon, ça sera le moins cher. Le moins cher. Alors l'innovation, vous pouvez passer. Vous savez, excuse-moi, mais c'est... donc. Mais la commande publique est un élément de régulation du marché. Quand vous développez des logiques qui sont basées sur le moins 10 ans, vous poussez les gens à la médiocrité dans les prestations et les services rendus. Ça, c'est une réalité. Nous-mêmes, au niveau du secteur du conseil, c'est un point sur lequel on souhaite, en tout cas il est planifié pour en discuter avec nos partenaires publics. On ne peut pas aujourd'hui ancrer cette logique qui est celle du moins 10 ans parce qu'elle a des effets, des dégâts collatéraux qui finalement vont pénaliser le donneur d'ordre et la qualité des prestations qu'il reçoit. Dernier point que je voulais soulever, c'est l'accès aux intrants. Aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise, accéder à de la matière première, on a aujourd'hui des opérateurs qui sont obligés de s'approvisionner à l'international pour transformer, en tout cas pour développer un produit, alors que parfois, dans certains cas, la matière peut exister sur le marché intérieur. Donc, pour répondre maintenant à la question, nous avons pour moi 3 grands défis.
Voilà, pour la Vous PME. n'avez pas répondu à la question sur le foncier. Alors j'y arrive, justement. Donc, nous avons 3 défis. J'y arrive, nous avons 3 défis. Là, Vous pouvez répondre, hein, vous aussi. Non, nous, ils se posent pas. C'est pour ça que moi je disais, Oui. c'est qu'en fait, étant donné la typologie des entreprises gérées par Oui, les tout femmes, peut être dématérialisé dans les services, que vous l'avez on dit. est, Bon, on peut elles sont entre le aujourd'hui, avec commerce et les services, Internet, on peut tout 70%, faire voilà. Donc, dans sa nous, voiture. Hein. Voilà, nous, c'est Ouais. pas, c'est l'accès au marché. Ouais. Donc, on a des femmes dans l'industrie. Je parlais avec tout à l'heure avec l'une d'elles. C'est vrai qu'elle a eu des problèmes pour le foncier, réellement. Bon, elle a été accompagnée, aidée, mais on en a tellement peu. Donc voilà, je te redonne là. Non, Ouais, c'est là. sur le, Nous, c'est pas pour répondre à la question sur, en tout cas, pour résumer les 3 grands défis, je pense on convergera tous sur ces 3 éléments. Le premier, c'est la montée en compétences des entreprises. Donc, il y a la formation, mais il y a aussi l'accès aux technologies, en tout cas l'intégration des technologies dans les entreprises. Ça, c'est fondamental. Deuxième élément, l'investissement. Alors, l'investissement, il y a cette problématique d'accès au financement, mais il y a aussi, effectivement, le sujet du foncier. Aujourd'hui, vous testez sur le marché la capacité d'acquisition d'un industriel du foncier, il ne peut pas aujourd'hui aller à plus de 250-300 dirhams le mètre carré. Quand vous analysez l'offre sur le marché, elle est extrêmement spéculative. Donc effectivement, on a des prix parfois qui sont complètement décorrélés par rapport à la réalité économique du foncier que vous allez acquérir, Mais et parfois alors, supérieur. c'est encore une fois une question de mentalité. Je pose la question. Est-ce qu'on a l'impression, encore aujourd'hui, que le chef d'entreprise est par essence riche? Oui, en fait, c'est ça. Si le foncier est beaucoup plus cher que le résidentiel, ça devrait être le contraire. Est-ce qu'on manque de plateformes justement industrielles? Il y en a quelques-unes, Oui, mais moi, il y a je des veux bien projets. réagir quand il dit riche. Ça Si veut vous dire y- que sa grand-mère lui a laissé un terrain Oui, peut-être, et qu'en ouais. fin de compte, il peut faire un business, mais clairement. Dans nos propositions, on est allé voir quand si Boulif était encore ministre des Affaires générales, et je lui dis textuellement la chose suivante. Je lui dis, monsieur, si on construit maintenant des habitations HLM, c'est très bien, mais encore faut-il, pourquoi ne pas imaginer un terrain dans lequel on commence, le propriétaire, le futur propriétaire commence par avoir un petit atelier au rez-de-chaussée, et puis ensuite c'est cette recette qui va lui permettre de construire sa maison. Et la chose est très simple. Moi, je crois qu'il faut une volonté politique. Il suffit simplement d'attribuer des petits lots de terrain aux petits entrepreneurs avec un prix, prix coûtant honorable. C'est tout. C'est tout. Je crois qu'actuellement, enfin pour nous, justement, on a fait des recherches. Vous ne pouvez pas avoir de terrain. Le minimum de terrain dans les zones industrielles, le minimum de surface, c'est 800 mètres carrés. Pas moins. Il faut déjà avoir morcelé 400 et 250 pour les petites entreprises. Oui. Et je crois parmi les causes principales, selon les études qu'on a faites, les causes principales de la fuite vers l'informel, c'est numéro 1, le foncier. Parce que vous avez quelqu'un qui veut créer sa boîte, son entreprise. Bon, il va chercher un pas de porte, il va le trouver, je ne sais pas, 100 000, 150 000 dirhams de pas de porte. C'est le capital, c'est son capital qui va le mettre dans le foncier. Donc il est obligé d'aller dans l'informel et puis ça tourne comme ça et tout le monde est perdant. Le fisc est perdant, l'entrepreneur et tout le monde. Il y a une problématique spéculative, il y a une problématique de sous-équipement des zones industrielles parce qu'elles ont été développées sous l'angle d'opérations de lotissement et non pas d'espace d'accueil dédié aux entreprises. Mais vous avez une solution aujourd'hui qui est apportée par le plan d'accélération industrielle, c'est les parcs industriels locatifs, les PILS. Donc il y a de grandes ambitions sur les PILS. Ce qui est une très bonne solution de contournement du problème spéculatif. Donc la machine est en cours de déploiement et de mise en œuvre. Je pense qu'il y a un certain nombre de projets qui sont déjà préidentifiés. Et c'est une solution au même titre que les pépinières pour les start-up qui peuvent accéder à des espaces à moindre prix. Je pense aussi que le mode de gouvernance de ces espaces doit évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un acteur qui nécessite une refonte peut-être de ses services et en tout cas une vraie mise à niveau, c'est les chambres de commerce et d'industrie. Vous avez dans n'importe quel environnement économique, vous avez des acteurs locaux qui sont, donc les chambres de commerce en l'occurrence, l'industrie et de services, qui jouent un rôle de relais assez important vis-à-vis des TPE, des artisans, et qui leur permettent d'accéder donc à un certain nombre d'infrastructures telles que les zones industrielles. Je pense que les chambres de commerce peuvent constituer un vrai challenge. Il y a d'ailleurs des plateformes qui sont justement gérées par les chambres de commerce, notamment françaises. Il me reste oui, alors vraiment dernier mot. En plus, après le dernier mot, ça sera pour Wassala Ibrahim. Pour moi, le double avantage, c'est le petit entrepreneur à son petit lot de terrain. Sur le terrain, il va lui permettre de l'hypothéquer chez la banque. Laquelle banque va lui permettre de lui donner enfin certains crédits.
Pour la location, je suis d'accord avec vous, mais c'est déjà pour, si vous voulez, pour des entreprises 10 dirhams. Je crois le mètre carré. C'est une alternative. Il nous reste 20 secondes. Oui. Mon dernier mot. Nous, on a un objectif. C'est 50% de la population, les femmes. Dans l'entrepreneuriat, elles ne sont que 10%. On a un objectif, c'est d'élargir, je dirais, le champ entrepreneurial chez les jeunes femmes. C'est une niche, je dirais, aujourd'hui, c'est un objectif majeur pour nous. Merci à vous d'avoir été avec nous pour mieux comprendre ce sujet. Excellente soirée sur Média TV, la rediffusion vers 22h40, comme tous les soirs, et on se retrouve demain.